Sénateur Cardozo. Madame la Présidente, c'est un plaisir de prendre la parole sur le projet de loi C11, la loi sur la diffusion en ligne, qui met à jour la loi sur la radiodiffusion de 1991. Bien qu'il s'agisse de mon premier discours au Sénat, j'espère avoir l'occasion de prononcer quelque chose qui ressemble davantage à un discours inaugural dans un avenir proche. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est temps de mettre à jour la loi sur la radiodiffusion alors que la technologie a tellement progressé au cours des 32 dernières années. Je devrais commencer par vous dire que j'ai eu la chance de passer 6 ans comme commissaire au CRTC au tournant du siècle, c'est-à-dire au tournant du récent du siècle, pas l'autre. Pendant cette période, mon travail consistait bien sûr à travailler en vertu de cette loi jour après jour, et je dois dire que même à cette époque, elle commençait à être dépassée car Internet commençait tout juste à s'implanter. Pourtant, il s'agissait toujours d'une loi très complète, dotée d'une certaine souplesse qui nous permettait de réguler une scène en pleine évolution. Voici ce que j'ai toujours trouvé de si spécial à propos de la loi sur la radiodiffusion. Elle est uniquement canadienne. La loi régit une société unique, la société canadienne. Il n'y a aucun autre pays qui possède toutes nos qualités uniques. D'autres pays peuvent avoir certaines de nos principales caractéristiques, mais nous sommes le seul à les avoir toutes. Je dirais que dans l'ensemble, la loi sur la radiodiffusion a bien fonctionné pendant toutes ces années. Now, just to age myself. Et pour me vieillir encore plus, j'aimerais indiquer que j'ai témoigné au comité de la Chambre des communes qui travaillait sur la loi sur la radiodiffusion pendant le gouvernement Mulroney en 1991, lorsque j'étais un très jeune homme. Je suis heureux de dire que certains des changements que nous avons préconisés concernant la définition du peuple canadien ont effectivement été ajoutés au projet de loi à l'époque. J'étais loin de me douter que 6 ans plus tard, je serais au CRTC pour mettre en œuvre cette loi, sans oublier que j'ai pris la parole sur l'examen de cette loi au Sénat 32 ans plus tard. J'aimerais concentrer mes commentaires sur l'article 3 de la loi et sur les aspects uniques du peuple canadien que la loi sur la radiodiffusion vise à mettre en valeur. Voici les caractéristiques principales qui sont essentielles à notre société. Nous avons 2 langues officielles et le Conseil travaille constamment pour s'assurer que nous avons une scène de radiodiffusion robuste dans les 2 langues. Lorsque j'étais au CRTC, j'ai eu le plaisir de participer aux décisions visant à assurer la disponibilité de TVA partout au Canada, à faire en sorte que la Société Radio-Canada, Télévision et Radio soit disponible dans toutes les capitales provinciales et à augmenter considérablement le nombre de chaînes spécialisées en français. En effet, grâce au progrès de la technologie numérique, le Conseil a pu assurer une diffusion plus complète dans les 2 langues avec un grand nombre de chaînes françaises d'un bout à l'autre du pays. Le Canada dispose également d'une scène de radiodiffusion multilingue bien développée qui rivalise avec n'importe quel autre dans le monde, diffusée au profit et produite par une grande variété de communautés ethnoculturelles canadiennes. La première émission multilingue a été lancée par le légendaire Johnny Lombardi à Toronto dans les années 60. Peu à peu, la programmation à la radio et à la télévision s'est étendue à tout le Canada, le CRTC autorisant davantage de services multilingues. Et l'ajout le plus récent à la scène télévisuelle a été le réseau de télévision des peuples autochtones, APTN, dont l'octroi de licence en 1999 a certainement été l'une des audiences les plus importantes au cours de mes 6 années au Conseil. Nous avons entendu de grands leaders autochtones du domaine. Abraham Tagalik du Nunavut a présidé le conseil d'administration de ce qui était alors Television Northern Canada. La grande dame accomplie du cinéma autochtone, Mme Alanis Obomsawin, nous a rappelé nos obligations et l'acteur primé Adam Beach a souligné le talent considérable qui existe dans la culture autochtone. Je me souviens avoir pensé à l'ironie à l'époque, à savoir que c'était les Premières Nations qui étaient le dernier peuple à avoir un réseau de télévision. Aujourd'hui, 23 ans plus tard,
APTN continue de croître et d'étendre ses services à travers le pays, dépassant toutes les attentes, alors qu'il existe de nombreux autres services de radio et de télévision autochtones. Depuis environ 2000, le CRTC s'efforce également d'assurer la diversité de la programmation des radiodiffuseurs francophones et anglophones, afin que ce que nous voyons et entendons tous à la radio et à la télévision reflète la diversité autochtone, culturelle et raciale de notre pays. Au-delà de notre unicité, j'aimerais ajouter ceci. Contrairement à d'autres pays, nous sommes situés à côté de la machine culturelle la plus dominante au monde, soit la machine américaine. Et contrairement à n'importe quel autre pays, même ceux qui consomment beaucoup de produits d'Hollywood, nous ne partageons pas seulement une langue, mais nous partageons aussi une culture, un accent. Nous partageons de nombreux sports comme le football et le hockey sur glace et nous partageons des expressions. Il est donc plus difficile de distinguer la musique et les programmes canadiens du contenu américain et les téléspectateurs canadiens ont moins de raisons d'être fidèles aux produits canadiens. Et du côté français, la diffusion en langue française présente des défis uniques. Bien que notre nation francophone vive dans la mer de l'Amérique du Nord anglophone, le bon côté des choses est que les consommateurs francophones sont particulièrement fidèles aux émissions de langue française produites au Québec et dans le reste du Canada. Le végétarien québécois est dynamique, bien ancré et largement suivi par les fans et les téléspectateurs. L'industrie canadienne anglaise ne peut que souhaiter avoir les mêmes adeptes au Canada. Mais malgré l'énorme popularité de la musique et des programmes américains, il est indispensable que l'État aide les programmes de langue française, que ce soit le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement provincial. C'est pourquoi le projet de loi C11 est si populaire au Québec. Il apporte davantage de contenu pour le contenu canadien dans la diffusion traditionnelle et en ligne. L'article 3 dirige le CRTC, demande au CRTC de réglementer et d'accommoder cette diversité de manière claire et contemporaine. Dans un autre ordre d'idée, il y a eu des commentaires sur la façon dont le CRTC fonctionne et certains d'entre eux sont gratuits. Je peux vous dire, d'après mon expérience, que c'est une des agences les plus ouvertes et transparentes du gouvernement fédéral. Nous ne sommes pas parfaits et le CRTC a parfois à traiter de la confidentialité lorsqu'il y a des intérêts commerciaux en jeu. Mais il s'agit d'une des agences qui travaille fort pour entendre le plus grand nombre de voix et qui s'efforce d'équilibrer les puissantes sociétés et les Canadiens ordinaires. Ils sont aussi ouverts à la façon dont ils font des consultations et des audiences. Et leurs audiences publiques sont probablement meilleures que toute autre agence ou commission fédérale. Des commentaires ont également été formulés hier sur ce qu'on appelle la politique de l'identité qui s'est immiscée dans les affaires culturelles. J'étudie et j'enseigne en permanence l'histoire et la politique du Canada. Selon moi, l'histoire du Canada a toujours été une question d'identité. Et certains pourraient appeler cela la politique identitaire. Une grande partie est positive, une autre négative. Dès le début de notre histoire, les premiers peuples, les peuples autochtones, ont toujours été diversifiés. Ils étaient fiers de leurs diverses identités. Ils nous ont appris à nous engager dans la reconnaissance des terres où nous reconnaissons l'histoire du territoire des peuples particuliers dont les terres traditionnelles se trouvent partout sur l'île de la Tortue. Nous leur vouons un respect. Il faut donc se rappeler que les colonisateurs venaient d'Angleterre et de France et que, sur la base de leur identité, en français contre anglais, ils se sont affrontés sur les plaines d'Abraham en 1759 et comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Pendant de nombreuses années, les colonisateurs ont imposé leurs identités, leur langue et leur religion sur cette terre et ont passé des siècles à essayer de submerger l'identité des peuples autochtones, parfois, comme nous le savons, en utilisant des moyens plutôt malheureux. Sur un sujet historique connexe, parlons des pères de la Confédération. Oui, juste les pères, pas de mères. Juste des hommes d'origine britannique et française et surtout pas d'Autochtones.
même si la proclamation royale de 1763 les reconnaissait, eux et leurs droits territoriaux. Leur identité n'a pas été incluse dans la Confédération et certainement pas en tant que fondateur de l'État canadien. Il y avait également de nombreux Noirs, des loyalistes qui venaient des États-Unis, dont les ancêtres du sénateur Don Oliver et de la sénatrice Wanda Thomas Bernard, qui étaient au Canada depuis plus d'un siècle à l'époque, mais qui ne devaient pas faire partie des pères de la Confédération. Je vais maintenant vous parler de la loi sur l'Amérique du Nord britannique. Vous vous souvenez de ce nom? Quel genre d'Amérique du Nord? Une Amérique du Nord britannique. Notre document fondateur est entièrement consacré à l'identité. Les Anglais et les Français, les garanties des écoles protestantes et catholiques étaient absolument conditionnelles à la signature du document. Si ces identités n'avaient pas été engravées dans la pierre angulaire de notre Constitution, il n'y aurait pas eu de Canada. Autre chose, dans les années 1800 et au début des années 1900, lorsque les terres étaient données aux colons d'origine anglaise, française et d'Europe de l'Est, le gouvernement prenait spécifiquement des terres des peuples autochtones. Les enfants d'un groupe étaient pris par l'État et l'Église et soumis à des conditions horribles. Nous sommes donc ici et nous nous demandons pourquoi certaines personnes sont riches et d'autres pauvres. Certains ont du pouvoir et d'autres pas. En dehors de cette salle, il y a des gens qui demandent à certains groupes d'arrêter de parler de leur identité, de s'en remettre et d'être comme le reste d'entre nous. Je reviens donc à l'article 3.1d3 et je tiens à dire que c'est la raison pour laquelle elle est nécessaire. Nous bâtissons un Canada qui respecte les Canadiens de toutes origines. J'aimerais aussi parler de l'article 15.1 de la Charte canadienne des droits et libertés qui stipule que nous sommes tous égaux. De plus, l'article 15.2 stipule que les programmes gouvernementaux visant à corriger les inégalités sont autorisés. L'adoption de la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones relève directement de l'article 15.2 de la Charte des droits et libertés et nous voyons maintenant que le projet de loi C11 respectera également la DNUDPA. En terminant, je vous dirais que la réduction des inégalités, de la production de l'égalité de tous les Canadiens est l'une des raisons fondamentales des gouvernements, que ce soit en matière de culture ou de politique sociale ou économique. Et c'est ce que vise le projet de loi C11. Il nous amène plus loin pour l'avancement du pays. Pour l'avenir, les Canadiens pourront davantage faire plus de contenu dans le monde numérique. Le monde a besoin de plus de Canada et les revenus additionnels permettront d'avoir davantage de contenu canadien. Et bien autres qui ont été expliqués par mes collègues. Je serai vraiment honoré de voter en faveur du projet de loi C11. Merci, Madame la Présidente. Senator Ousakos, you have a question? Sénateur Ousakos, vous avez une question? Est-ce que le sénateur Cardoza voudrait bien y répondre? Sénateur Cardoza, vous avez juste un peu plus d'une minute. Voulez-vous répondre à une question? Oui, sénateur Ousakos. Sénateur Cardozo, félicitations. Je crois que c'est votre discours inaugural au Sénat. Il y a beaucoup de choses dans votre discours, mais j'aimerais étudier un aspect. Vous parlez de la popularité du C11 au Québec. Je crois que le C11 est populaire au Québec chez ceux qui sont fans du câble et du modèle traditionnel. Ce n'est pas populaire auprès des créateurs numériques, ces jeunes Québécois qui vivent sur ces nouvelles plateformes. Ma question, la raison pour laquelle c'est si populaire auprès des francophones, c'est parce que on n'est pas dans les quelques milliers de francophones qui développent la culture. C'est parce qu'on peut diffuser partout dans le monde à des millions de personnes. Ma question, pourquoi voulez-vous restreindre la culture francophone et faire en sorte qu'ils offrent leur culture francophone seulement à un petit groupe?
Le sénateur Cardozo en réponse. Merci de votre question. Je me serais senti ignoré si vous n'aviez pas posé une question sur mon discours. Votre question, écoutez, moi, je n'utiliserai pas les mêmes mots que vous. Vous avez utilisé le mot anglais narrowcast. Non, je pense pas qu'on restreigne la diffusion. Je pense que la diffusion est large, moi. On veut que le contenu canadien et le contenu québécois passent au-delà, transcendent nos frontières. Je pense que le projet de loi fait ce que l'on veut faire. Ça va permettre d'obtenir plus de revenus pour les Canadiens. Ça va être du revenu pour le contenu canadien, pour le contenu québécois, parce qu'on veut que le Canada s'exporte davantage outre-mer dans son contenu.